Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Ouvre tes jambes, car je ne m'arrêterai que lorsque mon enfant sera en sécurité dans ton ventre. C'était l'ordre brut et sans appel qui résonnait dans l'esprit de Magnolia Harstead alors que ses mains massives agrippaient le rocher chauffé par le soleil qu'elle tentait de déplacer. C'était une épouse par correspondance géante, une anomalie aux yeux de la bonne société, mais ici, dans le Montana, elle sentit soudain la présence imposante de Silas Thornwood derrière elle. Ce rancher, dont le télégramme avait été d'une honnêteté brutale, avait écrit noir sur blanc qu'il avait besoin d'une femme suffisamment forte pour travailler cette terre impitoyable et porter sa progéniture. Il avait juré qu'il ne s'arrêterait pas tant que sa semence n'aurait pas pris racine dans ses entrailles. Du haut de ses 6 pieds 2 pouces, large comme un homme, Magnolia avait été traitée de monstre, de géante et de femme indigne par tous les prétendants de l'Est. Pourtant, cet éleveur du Montana avait spécifiquement réclamé sa taille, sa puissance et ses capacités. À présent, alors que les mains calleuses de Silas recouvraient les siennes sur la pierre brûlante pour l'aider à soulever ce qu'elle ne pouvait gérer seule, Magnolia sentit la chaleur de son corps contre son dos et entendit sa voix descendre dans les graves, répétant cette même promesse crue de sa lettre. Il lui ordonna d'écarter les cuisses ce soir-là, affirmant qu'il ne cesserait ses assauts que lorsque son héritier serait conçu. Ces mots auraient dû la répugner, auraient dû lui donner l'impression d'être du bétail que l'on mène à la reproduction, mais au lieu de cela, cette immense épouse par correspondance sentit quelque chose de dangereux se déployer dans sa poitrine. Contrairement à tous les autres hommes qui avaient reculé avec dégoût devant sa stature, Silas Thornwood la tirait plus près de lui, sa force égalant la sienne, son besoin d'elle aussi primal que la nature sauvage du Montana qui les entourait. Ensemble, ils poussèrent le rocher sur le côté, qui roula avec un bruit sourd résonnant à travers la cour du ranch, et Magnolia trébucha en arrière contre le torse de Silas. Ses bras la stabilisèrent immédiatement, et elle sentit la force de fer qui les habitait, le genre de puissance qui venait de décennies passées à débourrer des chevaux et à lutter contre le bétail. Elle aurait dû s'éloigner, aurait dû se rappeler sa place en tant qu'épouse arrivée il y a seulement 3 jours, mais ses mains s'attardèrent sur sa taille, brûlant à travers le tissu fin de sa robe de travail. Lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, le regard dans ses yeux lui coupa le souffle. Il lui dit doucement qu'elle n'avait rien à lui prouver, son visage buriné par le soleil et le vent affichant cette beauté rude qui lui retournait l'estomac. Il affirma savoir déjà de quoi elle était capable. Magnolia, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu, lui demanda s'il en était vraiment sûr, car tout Philadelphie lui avait répété qu'elle était incapable d'être une vraie femme à cause de sa taille. Silas rétorqua que Philadelphie était remplie d'imbéciles, son pouce traçant la courbe de sa mâchoire, et elle détesta la façon dont elle s'appuya contre ce contact comme une femme affamée à qui l'on offre du pain. Il déclara que chaque homme qu'il avait laissé partir était un lâche incapable de gérer une femme possédant une véritable force. Magnolia sentit les larmes piquer ses yeux et les refoula furieusement, car elle avait assez pleuré au fil des ans. Elle avait pleuré quand les garçons à l'école l'insultaient, pleuré quand son fiancé, le grand et beau Robert Ashford, l'avait abandonné devant l'autel, le visage tordu de dégoût en chuchotant assez fort pour que les 3 premiers rangs l'entendent qu'il ne pouvait pas épouser une femme qui le faisait se sentir petit, qualifiant cela de contre-nature. Elle leva le menton et dit à Silas qu'elle n'était pas fragile et qu'elle n'avait pas besoin de mots doux ou de ménagement. Le sourire de Silas fut lent et prédateur lorsqu'il répondit que c'était une bonne chose, car il ne possédait aucune douceur, surtout quand il s'agissait de ce qu'il voulait, et il voulait qu'elle porte son enfant d'ici le printemps. Cette franchise aurait dû l'offenser, aurait dû lui donner l'impression d'être réduite à rien de plus qu'une jument poulinière, mais il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, non pas comme un objet, mais comme une entité précieuse et nécessaire, qui fit s'emballer son pouls. Elle murmura une question, demandant pourquoi elle, alors qu'il aurait pu choisir n'importe quelle femme, quelqu'un de plus petit, de plus délicat. La voix de Silas se durcit lorsqu'il expliqua qu'une femme plus délicate aurait plus de chances de mourir en couche ou de se briser sous le poids des hivers du Montana. Il raconta qu'il avait déjà enterré une épouse, une douce petite chose d'à peine 5 pieds, jolie comme une poupée peinte, qui n'avait duré que 2 ans avant que cette terre ne la tue, perdant 3 bébés avant même qu'il ne bouge. Il refusa de regarder une autre femme dépérir parce qu'elle n'était pas bâtie pour la survie. Ses mains se resserrèrent sur sa taille, l'attirant contre lui, et Magnolia halta au contact de la chaleur solide de son corps. Elle pouvait sentir chaque plan dur de ses muscles, chaque arête de force cicatrisée et, plus bas, pressée contre son ventre, elle sentit la preuve de son désir urgent, indéniable et terrifiant par son intensité. Silas continua, sa voix descendant jusqu'à devenir un grondement de gravier, disant qu'il avait besoin d'une femme capable de l'égaler, de travailler à ses côtés, de se battre à ses côtés et de construire quelque chose qui dure. Il affirma qu'elle était cette femme,
qu'il l'avait su dès l'instant où il avait vu sa photographie, la façon dont elle se tenait, les épaules en arrière, le menton haut, défiant l'appareil de la juger. C'était la mère qu'il voulait pour ses enfants. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Magnolia. Toute sa vie, elle avait été trop grande, trop large, trop forte, trop bruyante, trop ambitieuse. Chaque homme qui l'avait courtisée avait essayé de la rapetisser, de la faire s'excuser pour l'espace qu'elle occupait dans le monde. Mais Silas Thornwood la regardait comme si elle était exactement suffisante, comme si elle était tout ce dont il avait besoin. Il déclara que ce soir, après le souper, dans leur chambre, il tiendrait sa promesse. Il avait signifié chaque mot de ce télégramme, il ne s'arrêterait pas tant que son enfant ne grandirait pas dans son ventre. La gorge de Magnolia s'assécha. Leur chambre. Il lui avait donné la chambre principale dès sa première nuit, y installant ses affaires sans demander la permission, comme si son acceptation de sa proposition signifiait l'acceptation de tout ce qui allait avec. Elle était restée éveillée ces 2 premières nuits, écoutant sa respiration dans l'obscurité, terrifiée et ravie à parts égales, attendant qu'il la touche. Mais il était resté de son côté du lit, lui laissant le temps de s'adapter, le temps de choisir. Maintenant, debout dans l'honnêteté brutale de la lumière du soleil du Montana, avec ses mains sur son corps et ses intentions claires comme du cristal, Magnolia réalisa que son temps était écoulé. Et Dieu lui vienne en aide, elle ne voulait pas plus de temps. Elle voulait exactement ce qu'il offrait, cette revendication brute et honnête, cette promesse qu'elle était assez femme, assez forte et assez digne pour porter ses enfants et partager sa vie. Elle souffla un oui, et parce qu'elle avait besoin qu'il comprenne qu'elle choisissait cela, qu'elle le choisissait lui, elle se hissa sur la pointe des pieds et pressa sa bouche contre la sienne. Le baiser fut feu et désespoir. Silas grogna contre ses lèvres, une main se serrant dans ses cheveux tandis que l'autre s'étalait sur le bas de son dos, la pressant impossiblement plus près. Magnolia avait déjà été embrassée, des baisers chastes et excusés d'hommes qui semblaient gênés de la vouloir. Mais c'était différent. C'était un homme qui embrassait comme s'il avait l'intention de la dévorer, de revendiquer chaque centimètre d'elle, de s'assurer absolument qu'elle comprenait ce à quoi elle avait consenti. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Silas posa son front contre le sien et répéta que ce soir, et toutes les nuits suivantes, il continuerait jusqu'à ce qu'elle soit gonflée de son bébé. Magnolia hocha la tête, incapable de former des mots, son corps entier électrifié, vivant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Mais alors que Silas reculait, ses yeux sombres de promesse, elle perçut un mouvement du coin de l'œil. Quelqu'un observait depuis la grange, un homme grand et mince au visage tordu par le calcul et la rage. Elle demanda qui c'était, et Silas suivit son regard, sa mâchoire se crispant. Il révéla que c'était Cornelius Thornwood, son neveu, qui tournait autour de ce ranch comme un vautour depuis 5 ans, attendant sa mort pour tout hériter. Sa voix devint dangereuse lorsqu'il expliqua que c'était la raison pour laquelle il avait besoin d'un héritier, s'il mourait sans enfant légitime, tout ce qu'il avait construit, cette terre, cet héritage, irait à ce gaspilleur imbibé de whisky. Il brûlerait tout en cendres avant de laisser cela arriver. Le poids de ce qu'il lui demandait, de ce qu'elle avait accepté, s'abattit sur Magnolia comme une chose physique. Elle n'était pas juste son épouse par correspondance. Elle était sa dernière chance, son ultime pari contre le temps, la mort et le neveu qui voulait sa chute. Soudain, l'urgence de son télégramme prenait tout son sens. Il ne lui demandait pas simplement de porter ses enfants, il lui demandait de sauver l'œuvre de toute sa vie. Elle demanda doucement combien de temps ils avaient. Le sourire de Silas fut sinistre lorsqu'il répondit que son avocat lui donnait 6 mois pour produire un héritier légitime, sinon Cornelius pourrait contester le testament au motif qu'il était trop vieux pour gérer le ranch lui-même. 6 mois, c'est pourquoi il ne pouvait pas se permettre d'être doux, pourquoi il ne pouvait pas attendre. 6 mois pour concevoir, porter et prouver qu'elle était enceinte. 6 mois pour devenir l'épouse, la mère et l'héritage dont ce ranch avait besoin. L'énormité de la tâche aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, Magnolia sentit quelque chose de féroce et de déterminé monter dans sa poitrine. Elle avait passé 28 ans à s'entendre dire qu'elle était trop, pas assez, fausse dans tous les domaines qui comptaient. Mais ici, dans cette nature sauvage et brutale du Montana, un homme lui demandait d'être exactement ce qu'elle était, forte, capable, bâtie pour la survie. Elle déclara fermement qu'il n'attendrait pas, que ce soir et chaque nuit suivante, il s'y emploierait jusqu'à ce que leur enfant s'assure que ce neveu ne touche jamais à cette terre. Le regard que Silas lui lança était de la pure faim mélangée à quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement au respect, au partenariat, au début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu lorsqu'ils avaient accepté cet arrangement. Mais alors qu'il retournait vers la maison,
Magnolia ne pouvait se défaire de la sensation des yeux de Cornelius lui perçant le dos, ni oublier la rage tordue sur son visage, et elle se demanda, pas pour la première fois, ce qu'un homme désespéré pourrait faire pour protéger un héritage qu'il croyait être légitimement le sien. Le soleil s'était couché depuis des heures, et maintenant Magnolia se tenait dans la chambre principale, les mains tremblantes alors qu'elle détachait ses cheveux. Le miroir montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, joues rouges, yeux écarquillés, lèvres encore gonflées par le baiser de l'après-midi. En bas, elle pouvait entendre Silas se déplacer dans la maison, vérifiant les verrous, s'occupant du feu, les sons familiers d'un homme sécurisant son foyer pour la nuit. Mais ce soir était différent. Ce soir, il montrait à l'étage. Ce soir, l'arrangement qu'ils avaient conclu par fils télégraphique et lettres désespérées deviendrait une réalité de chair et de sang. Elle avait enfilé la chemise de nuit que Madame Jessup avait laissée sur le lit, un simple coton blanc, rien d'élégant, mais propre et doux. Le vêtement pendait lâchement sur sa charpente, et Magnolia détestait la façon dont il la faisait paraître encore plus grande, encore plus disgracieuse. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'occuper moins d'espace, à rétrécir d'une manière ou d'une autre ce corps qui refusait de coopérer avec ce que le monde attendait des femmes. Mais Silas l'avait choisi spécifiquement pour ce corps, avait écrit qu'il avait besoin de sa force, de sa taille, de ses capacités. Cette pensée aurait dû être réconfortante, mais elle la terrifiait. Et si Philadelphie avait eu raison? Et si les médecins qui l'avaient examiné après l'abandon de Robert avaient dit la vérité en déclarant que son corps était mal formé, incapable de mener une grossesse à terme? Et si elle échouait Silas de la même manière qu'elle avait échoué envers tous ceux qui avaient attendu quelque chose d'elle? La porte de la chambre s'ouvrit et Silas entra. Il s'était lavé, ses cheveux étaient humides, son visage fraîchement rasé, et il s'était changé en un pantalon propre et une chemise de travail déboutonnée qui révélait les plans musclés de son torse. À 42 ans, il était dans la force de l'âge, tout en puissance masculine brute et en force contrôlée. La façon dont il la regardait, comme si elle était de l'eau dans le désert, assécha la bouche de Magnolia. Il ferma la porte derrière lui et lui dit doucement qu'elle réfléchissait trop, qu'il pouvait voir tous ses doutes se bousculer sur son visage. La voix de Magnolia se brisa lorsqu'elle tenta de parler. Elle s'éclaircit la gorge et demanda ce qui se passerait si elle ne pouvait pas lui donner ce dont il avait besoin, si son corps était défaillant. Silas traversa la pièce en 3 enjambées, et soudain ses mains furent sur ses épaules, solides, chaudes et certaines. Il affirma que son corps était parfait, que chaque centimètre d'elle était exactement ce qu'il avait demandé, ce dont il avait besoin, et lui intima de cesser de laisser le poison de Philadelphie vivre dans sa tête. Elle murmura que ce n'était pas du poison si c'était vrai, que les médecins avaient dit. Il la coupa en disant que les médecins avaient tort. Ses pouces tracèrent ses clavicules à travers la fine chemise de nuit, et elle frissonna. Il lui demanda si elle voulait savoir comment il le savait, expliquant qu'il avait passé 3 jours à la regarder travailler, soulever des choses qui briseraient la plupart des hommes, gérer des chevaux effrayés et du bétail têtu comme si elle était née pour ça. Il insista, son corps n'était pas brisé, il était bâti pour la survie, pour cette terre, pour porter ses enfants et les élever forts. Des larmes coulèrent sur les joues de Magnolia avant qu'elle ne puisse les arrêter, lui disant qu'il ne pouvait pas le savoir, qu'il ne pouvait pas promettre. La voix de Silas s'adoucit et il essuya ses larmes avec ses pouces calleux, promettant qu'ils essaieraient, qu'ils ne l'abandonneraient pas, ne se détourneraient pas d'elle et ne la feraient pas se sentir moins digne simplement parce que la conception prendrait du temps. Mais il lui demanda de comprendre une chose, encadrant son visage de ses mains pour forcer son regard à rencontrer le sien, il pensait ce qu'il avait dit cet après-midi, il ne s'arrêterait pas tant que son enfant ne serait pas dans son ventre. Cela pourrait signifier ce soir, ou sans nuit, mais il continuerait d'essayer, de la revendiquer, de planter sa graine jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Il avait besoin de savoir, avant de commencer, si elle pouvait supporter ce genre d'intensité, ce genre de détermination inébranlable. Le souffle de Magnolia venait par saccades, la crudité de ses mots et la certitude absolue de sa voix envoyant une chaleur inonder son corps. Elle n'avait jamais été désirée ainsi, jamais poursuivie avec ce genre de concentration primale. Robert avait approché leur lit de fiançailles comme un devoir, quelque chose à endurer, mais Silas parlait de la revendiquer comme si c'était son but unique, sa raison de respirer. Elle déclara qu'elle pouvait le supporter, surprise par la fermeté de sa voix, affirmant qu'elle était plus forte qu'il ne le pensait. Le sourire de Silas fut lent et dangereux lorsqu'il répondit qu'il savait exactement à quel point elle était forte, et que c'était pour cela qu'il l'avait choisie. Il lui ordonna alors d'enlever cette chemise de nuit, voulant voir ce qui lui appartenait. L'ordre aurait dû sembler dégradant, la faire se sentir comme une propriété inspectée avant l'achat, mais la chaleur dans les yeux de Silas n'était pas un calcul froid. C'était de la faim,
un désir pur et non dissimulé. Lorsque les mains tremblantes de Magnolia saisirent l'ourlet de sa chemise de nuit, qu'elle la tira par-dessus sa tête et se tint devant lui complètement nue, le son qui s'échappa de la gorge de Silas se situa quelque part entre un gémissement et une prière. Il murmura « Dieu Tout-Puissant » et lui dit qu'elle était magnifique. Personne ne l'avait jamais appelée magnifique. Belle, peut-être, d'une manière détournée qui impliquait qu'elle serait plus jolie si elle était plus petite, ou frappante, ce qui semblait toujours être un mot poli pour étrange, mais magnifique. C'était un mot pour les montagnes, pour les tempêtes, pour les forces de la nature. Et la façon dont Silas la regardait, ses yeux parcourant chaque courbe, chaque plan et chaque angle de son corps, la faisait se sentir exactement aussi puissante. Il lui dit de venir à lui, la voix rauque de besoin. Lorsqu'elle entra dans ses bras, sentant ses mains enserrer sa taille et la tirer contre la chaleur dure de son corps, Magnolia réalisa qu'elle tremblait, non de peur, mais d'anticipation, avec la connaissance profonde que tout était sur le point de changer. Silas l'embrassa lentement cette fois, minutieusement, comme s'il avait tout le temps du monde malgré l'urgence qui vibrait entre eux. Ses mains cartographièrent son corps avec une attention révérencieuse, la largeur de ses épaules, les muscles puissants de son dos, la courbe de ses hanches. Chaque toucher répétait ce que ces mots avaient dit, elle était exactement ce dont il avait besoin, elle était parfaite, elle était sienne. Lorsqu'il la recula vers le lit, Magnolia suivit volontiers. Lorsqu'il la longea sur la courte pointe en étoile et se tint au-dessus d'elle, retirant ses propres vêtements avec des mouvements efficaces, elle sentit son pouls martelé dans sa gorge. Il n'était que muscles secs et peau cicatrisée, son corps témoignait d'un travail acharné et d'une vie rude. Lorsqu'il installa son poids sur elle, qu'elle sentit la marque brûlante de son désir pressé contre sa cuisse, la réalité de ce qu'ils allaient faire la frappa comme un coup physique. Elle chuchota son nom, avouant qu'elle n'avait jamais vécu cela ainsi, pas avec quelqu'un qui la voulait vraiment. Il termina sa phrase, la compréhension dans les yeux, disant qu'il savait que le salaud qu'il avait laissé à l'hôtel lui avait probablement donné l'impression de lui faire une faveur rien qu'en la touchant. Mais il avait besoin qu'elle entende ceci, se baissant jusqu'à ce qu'il soit nez à nez et qu'elle puisse voir chaque éclat d'or dans ses yeux noisettes, c'était lui qui recevait la faveur. Elle était venue jusqu'au Montana pour sauver son ranch, pour lui donner l'héritier dont il avait besoin pour bâtir quelque chose de durable avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Cela demandait un courage que la plupart des gens n'avaient pas. Alors, quand il la toucherait ce soir, quand il la revendiquerait, la remplirait et la ferait sienne, elle devait se souvenir qu'elle était le cadeau, pas lui. Ces mots brisèrent quelque chose dans la poitrine de Magnolia, un barrage qu'elle avait construit au fil des années de rejet et de honte. Et quand Silas l'embrassa à nouveau, quand ses mains écartèrent ses cuisses avec une douce insistance, quand il murmura contre sa bouche « Ouvre tes jambes, belle fille, laisse-moi te donner ce pourquoi tu es venue », elle s'abandonna à lui. À la possibilité terrifiante que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé un endroit où être trop était exactement suffisant. L'union fut intense, écrasante, rien à voir avec la maladresse hésitante à laquelle elle s'attendait. Silas bougeait avec détermination, avec certitude, son corps revendiquant le sien dans un rythme aussi vieux que les montagnes du Montana qui les entouraient. Et quand Magnolia haleta son nom, quand ses mains se serrèrent dans les draps et que son dos s'arqua au-dessus du lit, elle sentit quelque chose bouger profondément en elle. Pas seulement un plaisir physique, bien qu'il y en ait eu en abondance, mais quelque chose de fondamental, comme une clé tournant dans une serrure, comme rentrer à la maison dans un endroit dont elle ignorait l'existence. Silas grogna contre son cou, l'encourageant à tout prendre, chaque centimètre, à lui montrer sa force. Et Magnolia le fit. Elle répondit à chaque poussée, son corps relevant le défi, prouvant qu'elle pouvait gérer son intensité, sa détermination, son refus absolu de se contenter de moins qu'une possession complète. Le lit grinçait sous eux, la tête de lit cognait contre le mur. Quelque part dans la partie rationnelle de son cerveau, Magnolia savait que Madame Jessup pouvait probablement les entendre, savait que les ouvriers du ranch dans le dortoir pariaient peut-être sur la durée de l'endurance du vieil homme. Il lui avait dit de se préparer à une vie sans enfant. Elle les avait crus, avait construit toute sa compréhension d'elle-même autour de ce diagnostic. Et maintenant son corps trahissait tout ce qu'elle croyait savoir, et l'espoir qui montait dans sa poitrine semblait plus dangereux que n'importe quelle menace que Cornelius Thornwood pourrait poser. La porte de la cuisine grinça et Silas entra, les cheveux mouillés de s'être lavés à la pompe, sa chemise collant à ses larges épaules. 3 mois de mariage l'avaient rendu familier, la façon dont il se déplaçait dans les routines matinales, le bruit de ses bottes sur le plancher, la rudesse douce particulière de ses mains quand il la touchait dans l'obscurité. Mais la familiarité n'avait pas atténué l'intensité entre eux. Au contraire, elle s'était renforcée. Chaque nuit, fidèle à sa parole,
Silas la revendiquait avec une détermination inébranlable. Certaines nuits étaient tendres, presque révérencieuses. D'autres étaient brutes et désespérées, tous deux conscients du temps qui s'écoulait, de Cornelius qui se rapprochait, de la date limite des 6 mois qui approchait comme un nœud coulant se resserrant autour de leur cou. Silas remarqua immédiatement sa pâleur et traversa la pièce vers elle. Ses mains encadrèrent son visage, l'inclinant vers la faible lumière du matin. Il demanda si elle était malade, s'il devait envoyer chercher le médecin. Magnolia répondit vivement non, pas de médecin. Les yeux de Silas se plissèrent. Il était trop observateur, ayant passé 3 mois à apprendre à lire chaque changement dans son expression, chaque tension dans son corps. Il l'appela Maggie, ce surnom qui réchauffait toujours sa poitrine car il était la seule personne à avoir jamais raccourci son nom avec affection plutôt qu'avec moquerie, et lui demanda ce qu'elle ne lui disait pas. Mais là, avec son secret pesant lourd dans son ventre et la terreur faisant trembler ses mains, elle ne pouvait pas croiser son regard. Elle chuchota qu'elle avait du retard, 6 semaines, qu'elle était malade tous les matins et si fatiguée qu'elle tenait à peine debout l'après-midi. Mais elle ne pouvait pas, ne voulait pas se permettre de croire que c'était réel avant d'être certaine, car si elle avait tort, si c'était juste son corps qui lui jouait des tours. Les mains de Silas descendirent à sa taille, puis plus bas, s'étalant sur son ventre avec un soin révérencieux. Il affirma qu'elle était enceinte. Elle protesta qu'il ne le savait pas, que les médecins avaient dit. Il la coupa, la voix rauque d'émotion, disant que les médecins étaient des imbéciles. Il pouvait le voir sur son visage, dans la façon dont elle se portait, dans l'éclat de sa peau, elle portait son enfant. Magnolia sentit les larmes déborder, chaudes et rapides. Elle demanda ce qui se passerait si elle le perdait, si elle arrivait à 3 mois et que son corps échouait comme il l'avait prédit. Silas la tira contre son torse, et elle sentit son cœur martelé sous sa joue. Il lui dit qu'alors ils essaieraient encore. Mais il avait besoin qu'elle l'entende, il ne croyait pas qu'elle allait échouer. Il croyait que son corps faisait exactement ce pourquoi il avait été bâti. Et dans 6 mois, ils tiendraient leur bébé et prouveraient à chaque personne qui avait douté d'elle qu'ils avaient tort. La certitude dans sa voix lui donnait envie de croire, envie de s'abandonner à l'espoir terrifiant qui fleurissait dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse lui parler du flottement qu'elle pensait avoir senti bas dans son ventre la nuit précédente, le bruit de chevaux en approche les fit se tendre tous les deux. Silas la relâcha immédiatement, sa main se portant vers le fusil qu'il gardait monté près de la porte de la cuisine. Il lui ordonna de rester à l'intérieur, se dirigeant déjà vers l'avant de la maison. Mais Magnolia le suivit jusqu'à la fenêtre, le cœur serré en reconnaissant les 3 cavaliers. Cornelius Thornwood se tenait droit sur sa selle, flanqué de 2 hommes qu'elle n'avait jamais vus auparavant. L'un portait une sacoche de médecin, l'autre un cartable en cuir qui le désignait comme avocat. Magnolia souffla qu'il savait d'une manière ou d'une autre. La mâchoire de Silas se crispa, et il dit qu'ils feraient face ensemble. Ils sortirent sur le porche alors que Cornelius mettait pied à terre avec une lenteur théâtrale, son sourire assez tranchant pour couper. 3 mois d'observation et d'attente l'avaient rendu décharné, désespéré. Son costume coûteux pendait sur sa charpente, et ses yeux avaient l'éclat fiévreux d'un homme qui avait bu son petit déjeuner. Il salua son oncle Silas en écartant les bras avec une chaleur moqueuse, et l'adorable épouse, notant à quel point ils avaient l'air domestiques et pleins d'espoir. Silas grogna de déclarer ses affaires ou de quitter sa terre. Cornelius eut un rire laid, disant qu'il était là en tant que famille inquiète, préoccupé par sa santé et sa capacité. Il mentionna que tout le territoire parlait de ses activités nocturnes vigoureuses avec son épouse géante, mais que parler ne coûtait rien, c'était la performance qui comptait. Il avait amené le docteur Whitmore et l'avocat Garrett pour vérifier s'il avait réellement réussi à remplir les conditions de son testament ridicule. Le médecin descendit de cheval, un homme mince aux yeux froids. Il déclara que si Madame Thornwood était bien enceinte, un simple examen le confirmerait. Silas, d'une voix dangereuse, affirma que personne n'examinerait sa femme, sa main se resserrant sur le fusil. Il dit qu'ils avaient sa parole et la sienne, et que c'était toute la vérification qu'ils obtiendraient. Cornelius s'avança, demandant si elle était réellement enceinte ou si c'était juste l'espoir désespéré d'un vieil homme désespéré. Car selon ses calculs, il restait exactement 3 mois à Silas pour produire un héritier vivant, avant que le ranch ne lui revienne par défaut. Il ajouta qu'il était sceptique quant au fait que son Amazone par correspondance est réellement conçue, étant donné que de vrais médecins de Philadelphie l'avaient déclaré stérile. Les mots frappèrent Magnolia comme un coup physique. Elle sentit le sang quitter son visage, ses genoux faiblir. Comment savait-il? Comment pouvait-il savoir pour Philadelphie, pour les médecins,
pour le diagnostic qui avait façonné toute sa compréhension d'elle-même. Cornelius, voyant sa réaction, continua en disant qu'il avait fait ses recherches. Il savait tout sur Robert Ashford, sur l'humiliation à l'hôtel, sur l'examen médical qui avait confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà, elle n'était pas bâtie pour enfanter, mais pour le travail acharné, pour travailler comme un homme. Mais elle s'en moquait, car pour la première fois de sa vie, elle se sentait puissante dans sa propre peau. Elle se sentait comme l'Amazone, la géante, la femme trop, qui était exactement ce dont quelqu'un avait besoin. Lorsque la libération s'abattit finalement sur eux deux, quand Silas s'enfouit profondément et grogna son nom comme une bénédiction, Magnolia sentit des larmes glisser sur ses tempes. Non de douleur, mais de soulagement, de la réalisation écrasante que peut-être les médecins avaient eu tort. Peut-être que son corps n'était pas brisé. Peut-être qu'elle pouvait donner à cet homme ce dont il avait besoin. Peut-être qu'elle pouvait enfin être suffisante. Silas s'effondra à côté d'elle, respirant fort, un bras jeté possessivement en travers de sa taille. Après un moment, il déclara qu'il n'avait pas fini, et Magnolia le sentit déjà remuer contre sa hanche, prêt pour un second tour. Il répéta qu'il pensait ce qu'il avait dit, il ne s'arrêterait pas jusqu'à ce que... Elle termina sa phrase en se tournant vers lui, jusqu'à ce que votre enfant soit dans mon ventre. Il répondit qu'il le savait et qu'il ne lui demanderait pas d'arrêter. Le sourire qu'il lui offrit était pure satisfaction, lui rappelant qu'ils avaient 6 mois pour y arriver et qu'ils prévoyaient d'utiliser chaque nuit. Ils firent l'amour 2 fois de plus avant l'aube, chaque fois plus intensément que la précédente. Et quand Magnolia s'endormit enfin dans les bras de Silas, son corps délicieusement endolori et totalement revendiqué, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Un espoir fragile, terrifiant et précieux que peut-être cet arrangement deviendrait plus qu'une simple transaction commerciale. Que peut-être le rancher qui avait envoyé ce télégramme brutalement honnête pourrait devenir quelque chose de plus, quelque chose ressemblant à de l'amour. Mais dans l'obscurité derrière leur fenêtre, Cornelius Thornwood regardait la lampe s'éteindre enfin dans la chambre principale, les mains serrées en poing. Il avait tout entendu, les grincements rythmiques, les halètements, l'endurance du vieil homme qui ne devrait pas exister à son âge. Et Cornelius savait avec une certitude accablante que son oncle pourrait réellement réussir, pourrait réellement produire l'héritier qui le dépouillerait de tout ce sur quoi il comptait. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne laisserait pas une épouse par correspondance surdimensionnée voler son héritage, ce qui signifiait qu'il devait agir vite. Il devait trouver un moyen de s'assurer que même si Magnolia concevait, elle ne mènerait jamais ce bébé à terme. Cette pensée aurait dû le déranger, aurait dû le faire se sentir comme le monstre que son oncle l'accusait toujours d'être. Mais 5000 acres de terre de premier choix dans le Montana valaient n'importe quel prix, même le meurtre. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette première nuit, et Magnolia se tenait dans la cuisine du ranch à l'aube, une main pressée sur le bas de son dos, l'autre agrippant le bord de la bassine alors que la nausée la traversait par vagues. L'odeur de graisse de bacon du souper de la veille persistait dans l'air, faisant se soulever violemment son estomac. Elle était malade tous les matins depuis 2 semaines, vomissant dans le seau derrière la grange où Silas ne l'entendrait pas, terrifiée d'espérer, terrifiée de croire ce que son corps essayait de lui dire. Elle avait du retard, 6 semaines de retard. Ses seins étaient tendres, gonflés, sensibles au moindre effleurement de sa chemise de nuit. Et l'épuisement, mon Dieu, l'épuisement qui la frappait chaque après-midi comme un coup physique, l'obligeant à s'asseoir même au milieu du nettoyage des stalles ou du transport de l'eau. Elle connaissait ces signes, avait lu à leur sujet dans les livres médicaux que sa mère gardait cachés dans la maison de Philadelphie, ce qui expliquait ce qui se passait quand le corps d'une femme faisait ce qu'il était censé faire. Mais les médecins de Philadelphie avaient été si certains. Ils avaient dit que son utérus était rétroversé, ses hanches trop étroites malgré sa taille, que la conception serait improbable et menée à terme presque impossible. Porteur un bébé demandait une délicatesse, des qualités féminines qu'elle ne possédait tout simplement pas. Silas bougea comme l'éclair. Un instant il était sur le porche, l'instant d'après il tenait Cornelius à la gorge, le canon du fusil pressé sous le menton de son neveu, exigeant des excuses pour sa femme. Cornelius, bien qu'étouffant, avait le triomphe dans les yeux, le mettant au défi de tirer devant témoin, ce qui assurerait que le ranch lui revienne, car le meurtre invalidait les testaments. Magnolia descendit les marches du porche, sa main se portant instinctivement à son ventre, protectrice et féroce. Chaque mot de Cornelius avait été conçu pour la blesser, pour ressusciter chaque doute et chaque honte qu'elle portait depuis Philadelphie. Mais là, dans le matin du Montana, sentant les changements subtils dans son corps qu'elle avait été trop terrifiée pour reconnaître, quelque chose en elle changea. Elle avait passé 28 ans à croire qu'elle était brisée.
Mais Silas avait passé 3 mois à lui montrer le contraire, à la revendiquer avec la certitude absolue qu'elle pouvait lui donner ce dont il avait besoin. Et maintenant, avec la vie grandissant possiblement en elle, Magnolia fit un choix. Elle choisit de croire son corps, de faire confiance à ce qu'il lui disait, de rester dans sa vérité même si cela la terrifiait. Elle déclara clairement, sa voix résonnant dans la cour du ranch, qu'elle portait l'enfant de Silas. Elle avait 6 semaines de retard, était malade tous les matins, son corps changeait d'une manière qui ne pouvait signifier qu'une chose. Et dans 6 mois, quand elle accoucherait d'un bébé en bonne santé, il ne toucherait jamais à cette terre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Whitmore s'éclaircit la gorge, disant qu'il aurait besoin de mener un examen approfondi, mais Silas le coupa en disant qu'il ne la toucherait pas. Il relâcha Cornelius mais ne baissa pas le fusil, affirmant que sa femme avait parlé, qu'il avait parlé, et que s'ils avaient besoin de plus de preuves, ils pouvaient attendre 6 mois comme tout le monde. Cornelius, rajustant son col, le visage marbré de rage, dit que ce n'était pas fini. Il menaça d'être là pour réclamer ce qui lui revenait de droit quand elle perdrait ce bébé, si elle était même enceinte, quand son corps défectueux échouerait comme Philadelphie l'avait prédit. Silas leur ordonna de quitter sa terre, chaque mot étant une menace distincte, et même Cornelius eut assez d'instinct de conservation pour reconnaître un danger réel. Alors que les 3 hommes montaient à cheval et s'éloignaient, laissant poussière et menaces implicites dans leur sillage, Magnolia sentit le bras de Silas entourer sa taille. Ils restèrent là ensemble jusqu'à ce que les cavaliers disparaissent, puis Silas la tourna vers lui. Magnolia dit doucement qu'il allait tenter quelque chose, qu'il était trop désespéré. Silas couvrit sa main qui reposait encore sur son ventre et dit de le laisser essayer. Il affirma qu'ils étaient plus forts que lui, qu'elle était plus forte que lui, et qu'il brûlerait ce ranch entier jusqu'au sol avant de le laisser lui faire du mal ou à leur bébé. Magnolia regarda cet homme qu'elle avait épousé sans l'avoir vu, ce rancher qui avait passé 3 mois à prouver que son intensité venait de la passion et non de la cruauté. Quelque part entre cette première nuit et la confrontation de ce matin, l'arrangement avait changé en quelque chose de réel, qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Elle admit qu'elle avait peur, pas de Cornelius, mais de le décevoir, que son corps la trahisse. Silas embrassa son front, ses joues, sa bouche, répétant que son corps était parfait. Et même si, Dieu l'en garde, quelque chose arrivait, s'il perdait ce bébé, il continuerait d'essayer, de se battre. C'était ça, être du bois du Montana, plié dans la tempête, mais ne pas rompre. Et là, dans la lumière du matin, Magnolia sentit une certitude s'installer dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne l'affronterait pas seule. Elle avait un partenaire, un mari qui regardait sa charpente de géante et voyait de la force au lieu d'un défaut. Cela valait la peine de se battre, de tout risquer. Et si Cornelius Thornwood pensait pouvoir le voler, il allait apprendre exactement à quel point une maman ours du Montana pouvait être féroce. Le printemps arriva dans le territoire du Montana comme une promesse tenue, peignant le paysage infini en or et vert. Magnolia Thornwood se tenait à la fenêtre de la chambre, une main pressée sur son ventre gonflé ou leur fille, car elle savait que c'était une fille, donnait des coups avec une force enthousiaste. 8 mois et demi s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Cornelius. 8 mois et demi à grandir pendant que les menaces devenaient plus silencieuses mais plus dangereuses. La grossesse avait été difficile, non pas comme Philadelphie l'avait prédit, car son corps avait embrassé cette nouvelle vie avec détermination, mais à cause de la vigilance constante requise. Cornelius avait tout essayé, nourriture empoisonnée, bousculade accidentelle de bétail, incendie mystérieux. Maintenant, avec son terme imminent et la date limite de 6 mois dépassée, le silence était plus terrifiant que la violence. Une contraction traversa le ventre de Magnolia, assez forte pour la faire halter. Ce n'était pas la première aujourd'hui. Elle venait depuis l'aube. Elle aurait dû prévenir Silas, envoyer chercher Madame Jessup et la sage-femme Ayana, mais un instinct lui murmurait que le danger arrivait et qu'elle devait être prête à se battre. Le bruit de verre brisé en bas confirma son instinct. Magnolia bougea aussi vite que son corps le permettait, attrapant le pistolet chargé que Silas avait insisté pour qu'elle garde à portée de main. Une autre contraction la frappa dans l'escalier. Dans le salon, Cornelius Thornwood se tenait au milieu des débris de verre, un revolver à la main et la folie dans les yeux. Il demanda où était son oncle. Magnolia mentit en disant qu'il était dans le pâturage nord, bien que Silas soit dans la grange toute proche. Cornelius la traita de menteuse, disant qu'il connaissait les habitudes de Silas, qu'il ne la laissait jamais seule si près de son terme. Une autre contraction saisit Magnolia, et Cornelius comprit. Il réalisa qu'elle était en travail, donc seule, vulnérable. Il sourit terriblement,
disant qu'il l'avait exactement où il voulait. Magnolia leva le pistolet à deux mains, les bras stables malgré la douleur. Elle lui dit de sortir. Il se moqua, demandant si elle allait le tuer, la traitant de monstre surdimensionné. Le coup de feu fut assourdissant. La balle de Magnolia emporta un morceau du cadre de porte à 6 pouces de la tête de Cornelius. Il pâlit. Elle lui dit doucement que la prochaine irait dans son crâne, lui rappelant qu'elle était une géante, assez forte pour gérer le recul même en travail, assez forte pour défendre ce qui était à elle. Cornelius se figea, puis son visage se tordit de rage. Il décida que s'il ne pouvait pas avoir le ranch, personne ne l'aurait. Il serra la gâchette. Le temps sembla ralentir. Silas fit irruption par la porte de la grange tel un ange vengeur. Les deux coups de feu, le sien et celui de Silas, furent presque simultanés. Le revolver de Cornelius vola, son épaule et son genou explosant sous les impacts. Il tomba en hurlant. Silas fut près de Magnolia en quelques secondes, prenant le pistolet, les yeux fous de peur. Elle haleta qu'elle allait bien, mais une contraction puissante la mit à genoux et les os se rompirent. Madame Jessup apparut, ordonna d'enfermer Cornelius dans la cave et d'envoyer chercher le shérif, puis dit à Silas d'aider sa femme à monter. Les heures suivantes furent douleur et effort. Magnolia travailla avec la même détermination féroce. Silas resta près d'elle. Quand leur fille émergea enfin avec un cri vigoureux, Silas pleura. Il toucha la petite main de leur fille, leur héritière. Magnolia regarda le bébé, Rebecca Magnolia Thornwood, et se sentit complète. Son corps avait prouvé que Philadelphie avait tort. 2 semaines plus tard, le shérif vint chercher Cornelius, qui avait tout avoué. L'avocat confirma que la naissance de Rebecca validait le testament, le ranch était sauvé. 5 ans plus tard, Rebecca fut rejointe par des jumeaux, Joseph et Samuel. Magnolia se tenait sur le porche, se souvenant de la promesse de Silas, « Ouvre tes jambes, je ne m'arrêterai que lorsque mon enfant sera dans ton ventre. » Il avait tenu parole, mais surtout, il lui avait prouvé qu'elle était suffisante. Ils étaient le bois du Montana, et le bois du Montana ne rompt jamais.